Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h. La situation sociopolitique et institutionnelle de plus en plus dégradante qui prévaut au Cameroun reste et demeure une préoccupation majeure. Rappelait Ni John Frundi, chairman du Social Democratic Front le 2 septembre dernier. Un constat et pas de trop pour clamer que son pays va mal. Depuis la sortie le 24 août 2020 du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, mettant en garde le gouvernement contre toute convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux avant la prise en compte et une mise en application effective de deux exigences, à savoir la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Depuis le 7 septembre dernier, le président de la République a convoqué les deux collèges électoraux. Depuis lors, le lancement de la gigantesque campagne d'appel au départ pur et simple du président de la République, du pouvoir promise par le leader du MRC, est prise très au sérieux par les autorités de Yaoundé. Des sorties musclées des membres du gouvernement, ministre de l'administration territoriale, ministre de la communication et même ministre de la santé publique s'enchaînent. On n'oublie pas les gouverneurs des régions du centre et du littoral qui ont interdit pour une période indéterminée les manifestations et réunions publiques non déclarées dans leur territoire de compétence. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Force du changement, pourquoi vouloir marcher? C'est une interrogation, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons invité ici en plateau. Vous allez les découvrir. Bonsoir, docteur Luzon Issoumba. Bonsoir, Serge Aloto. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Permettez-moi de saluer avec respect les autres co-panélistes avec lesquels nous allons échanger ce soir pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, je quitte pas ma gauche parce qu'il fait son retour. Lui, c'est Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir, Maître. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Ça va mieux, Maître? Ça va mieux. J'ai été un peu souffrant. Oui. Et ça fait depuis certainement 7 à 8 mois que je n'ai pas pu passer par ici. Oui. Vous m'avez un peu manqué, c'est vrai, mais chaque fois que j'avais l'occasion, nous aussi, hein, je regardais cette émission et je suis heureux de pouvoir, ce jour, pouvoir discuter avec ces éminents panélistes, parmi lesquels vous avez le docteur Somba et quelques confrères. Oui. J'espère que nous aurons un débat qui soit constructif et convivial, parce que la politique... le Congo en a besoin, hein, en ce moment. Ça en a besoin. Oui. Bonsoir, Maître Moustapha Ngwana. Bonsoir, Serge Alain. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau Equinox Soir, après une relative longue période sans être passé. Et pendant l'intermède, on est tapé sur les doigts, un peu comme quoi je refuse d'honorer à vos invitations. Oui, je suis là. Oui. Je suis là. Mes contraintes d'agenda ne me permettent pas toujours d'être là le soir. Oui. Donc, votre plateau est toujours chaleureux. C'est toujours avec plaisir que je m'y retrouve. Donc, n'allez pas croire qu'il y avait une espèce de fatwa qui avait été décrétée contre vous. Donc, je suis bel et bien un de vos panélistes. Donc, chaque fois que ce sera possible, je viendrai dans la mesure de mes disponibilités. Voilà. Et je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance renouvelée. Voilà, lui, il est toujours disponible. Hein. Lui, c'est Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. C'est Jalin, bonsoir. L'histoire retiendra que nous avons fait ce que nous pouvions. Nous ferons ce que nous pourrons. Oui. Merci à vous, cher monsieur. Je commence par vous, bien évidemment. Maître Emmanuel Pensy, beaucoup de littérature, hein, depuis... quelques jours, par rapport à cette date du 22 septembre, on a vu le ministre de l'administration territoriale qui est sorti, le ministre de la communication, le ministre de la santé et même le secrétaire national de la communication du comité central du RDPC qui sont sortis, les gouverneurs sont sortis.
On a envie de se poser la question de savoir, maître, pourquoi un tel déploiement d'énergie pour un parti qui, à un moment donné, a été taxé de petit parti politique et qui n'a obtenu, entre guillemets, que 14%. Pourquoi une telle débauche d'énergie? Non, je crois qu'il n'y a pas de débauche d'énergie du tout. C'est une communication normale du RDPC. Je crois d'ailleurs que, je ne sais pas si c'était 14% qu'ils avaient obtenu. Mais en tout cas, oui. Mais je crois que le MRC n'a aucun élu. Il a refusé de participer aux élections. C'est son problème. Et il se comporte aujourd'hui tantôt comme une ONG, tantôt comme une église réveillée à la tête duquel vous avez un gourou qui envoie ses fidèles. Vous n'êtes pas trop dur là, maître? C'est ça la communication du RDPC, on est un peu dur envers tantôt parce que quand vous voulez faire des marches pour faire partir le président de la République, qui est quelqu'un qui est élu, ça veut dire que c'est une marche insurrectionnelle et ça veut dire que c'est une recherche de faire un coup d'État. On va revenir sur cette expression insurrectionnelle. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de force du changement. Ce n'est plus une affaire du MRC. Ah, c'est pas les mots qui changent, hein. C'est pas les mots. Les mots ne veulent rien dire. Ce qui est, c'est tout simplement l'action qui est menée. Qui est une coalition, j'allais dire, je suis pas méchant, j'allais pas dire des troubadours. Le mot est méchant. Vous l'avez dit. Non, mais je pense quand même que le général de Gaulle avait eu une expression de parler de ce type de consortium de personnages qui s'agitent tout simplement, alors que l'essentiel, dans ce temps où il y a la Covid-19, c'est de faire la paix. Et je dirais encore mieux, je crois que nous avons peut-être un arsenal législatif qui est dur. C'est-à-dire, vous avez les dispositions de la loi, je crois que c'est l'article 116, c'est très fort, c'est très dur, les peines de prison sont trop lourdes. 116 du code pénal? Oui, c'est 116, je crois, du code pénal, si je l'ai par ici, ou je peux me tromper, 116 ou 166. Sur l'insurrection? Sur l'insurrection, je crois que c'est... Oui, c'est sur l'insurrection. Oui. Je crois que c'est un arsenal, je ne connais plus très bien l'article, mais Ngwana peut me dire. Puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans, celui qui, dans un mouvement insurrectionnel. C'est ça. C'est de l'insurrection? Oui, c'est l'insurrection. C'est l'insurrection. Parce qu'on est en train de préparer. Vous savez, les événements, les Camerounais pensent que tout peut se passer comme ça s'est passé au Mali. Ça veut dire qu'ils vont faire une coalition, des personnes qui vont bouger, et que ça va appeler d'autres personnes de venir sortir pour faire partir un président qui a été élu au suffrage universel. Et je crois que c'est très grave sur ce qui s'est passé. Moi, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le faire. C'est-à-dire, vous savez qu'actuellement en France, il y a interdiction qu'il y ait plus d'une dizaine de personnes qui puissent se réunir sous peine de payer une amende de 135 €. Et c'est dissuasif. Or, vous avez la Covid-19 qui est là au Cameroun et on appelle une foule pour venir marcher, pour faire un coup d'État. C'est ça le problème. Et à ce moment-là, vous avez les gens qui vont voir et ça va entraîner des clusters et des gens qui vont être malades. Et moi, je pense qu'on doit mettre en place une amende forte pour que s'il y a plus de 10 personnes qui se réunissent, ou 15 personnes qui se réunissent, qu'ils puissent payer une amende de 75 000 francs, immédiatement, ça va dissuader. Vous admettez quand même que les gens peuvent se réunir? Pas je dis, 10 personnes peuvent se réunir, c'est pas 10 personnes peuvent se réunir? 10 personnes peuvent se réunir. Parce que je vois les gens en route, il y a plus de 10 personnes qui se réunissent. Oui. Mais lorsque vous voulez faire partir une coalition de personnes qui a des milliers de gens dans la rue, et il va y avoir des casses, il est tout à fait normal. Mais les manifestations doivent être encadrées. Non, ça n'est jamais encadré. Les manifestations au Cameroun, les manifestations au Cameroun, si vous regardez les manifestations dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle, ils ont des gens, des personnes,
qui sont des gardes, qui sont là pour pouvoir surveiller. Oui, la loi le dit, vous allez déclarer, il faut le faire. Or, ici, ça n'existe pas. Et moi, j'ai peur de ces débordements-là, chaque fois qu'il y a ce type de mouvement. Et j'approuve totalement l'attitude du ministre de l'administration territoriale et les décisions qui ont été prises par les préfets d'interdire ce type de manifestation, surtout le gouverneur. Le gouverneur a envie de faire. C'est leur rôle, le gouverneur, d'interdire. Les gouverneurs sont là pour qu'il y ait la paix. Or, c'est une action préventive qu'ils font. Et un rappel à la loi. C'est pas le sous-préfet qui doit le faire? Non, le sous-préfet, c'est pour les déclarations, etc. Oui. Mais pour pouvoir interdire le gouverneur est le patron. Oui, qui peut le faire. Oui, il peut le faire. Okay. Moi, je souhaite tout simplement que le président est élu depuis octobre 2018. Il est là pour 5 ans. On attend les élections. On n'a pas besoin tout simplement de faire... Et je vais vous dire une seule chose. Demain, vous allez voir ce qui se passer. Si des personnes se mettent en route, des milliers de personnes, vous allez voir, les forces de l'ordre vont réagir avec une extrême fermeté. J'invite... Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les Camerounais font demain? Ils ne vont pas vaquer à leurs occupations? Ils vont vaquer à leurs occupations. Mais vous avez une image du marché central. Prenons le marché central de Douala, par exemple. Les gens iront au marché. Oui, là, il n'y aura pas la foule. Il n'y aura pas la marche. Oui, Maître Moustapha Ngwana, sur sur ce qui se passe là, je parlais de cette abondante littérature sur la journée du 22. Votre appréciation? Je crois que le gouvernement RDPC se retrouve un peu dos au mur parce qu'il fait face à une réelle adversité, ce qui est une très bonne chose. Je voudrais au passage remercier Maître Pensi qui nous conforte dans l'idée que il n'y a pas de différence entre le gouvernement et le RDPC. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué différents ministres et gouverneurs qui ont posé les actes. Et vous avez dit que c'est une communication normale du RDPC. Comme je ne suis pas très intelligent, j'ai... Non, moi je viens pour le RDPC, je suis membre du RDPC et je parle pour le RDPC. Non, je ne parle pas en tant que membre du gouvernement. Non, ma question était claire. Je parle des membres du gouvernement qui sont sortis. Mais je vous ai dit que les membres du gouvernement sont dans leur droit le plus strict. Mais vous avez dit que c'est la communication du RDPC. Non, mais la communication du RDPC en tant que RDPC qui appuie le gouvernement et qui approuve ce qui est en train de se passer. Ok. Maître Moustapha Ngwana. J'ai dit que je continue de remercier mon excellent confrère Maître Pensi qui l'a clairement dit et je l'ai noté puisque je ne suis pas très intelligent. C'est une communication normale du RDPC. Donc, nous constatons donc que la confusion entre l'administration et le RDPC. Nous vous en savons gré. La lecture que je fais est une lecture empreinte de tristesse. Parce que, voyez-vous, on assiste depuis quelques jours à un spectacle auquel on croyait qu'on croyait inscrit, je voulais dire, complètement dans le passé. Des ministres de la République, complètement ennemis de la liberté, complètement ennemis de l'exercice des libertés fondamentales, ou de manière contraire à la loi. On vous enjoint préventivement de pouvoir faire une manifestation qui est légalement prévue, qui est constitutionnellement consacrée. Je voudrais rappeler au passage que nous avons au Cameroun le pacte international sur les droits civils et politiques. Nous avons la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ces textes-là, nous avons également la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces textes ont été intégrés au préambule de la Constitution du Cameroun. Et l'article 65 de la Constitution vous dit que le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Ces textes font partie de ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité. Donc, quand vous mettez donc sur une architecture pyramidale les textes en question et avec les différents autres qui ont été pris par les autorités administratives, vous avez le cœur qui saigne. Vous avez le cœur qui saigne parce que vous vous demandez si nous sommes encore véritablement dans un État démocratique. J'ai la faiblesse de penser que nous sommes en pleine démocrature. Nous sommes en pleine démocrature parce qu'il s'agit en réalité de la manifestation la plus plausible
de la dictature avec un saupoudrage, un infime saupoudrage pour donner l'impression que nous sommes dans un régime démocratique. Le Cameroun a rendez-vous avec son histoire. Je ne souhaite pas que cette histoire puisse s'écrire en lettres de sang. Mais seulement, je voudrais dire que, avec Paul Éluard, qu'il n'y a pas qui disait, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que les rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Et il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent. C'est demain le rendez-vous? Je ne sais pas, je parle pour moi. Je parle pour moi parce que le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Lorsque, pendant longtemps, on tait les libertés, on frustre l'expression des libertés, on se retrouve quasiment dans l'obligation de devoir utiliser des méthodes qui mettent même entre parenthèses ce que vous avez essayé de qualifier comme les textes qui ont été pris par les autorités administratives. Ils ne sont pas au-dessus de la Constitution. Nous ne sommes pas en matière de liberté de réunion dans le régime de l'autorisation. C'est le régime de la déclaration. Malheureusement, le seul parti politique au Cameroun qui est en droit de pouvoir organiser une quelconque manifestation et même très souvent sans autorisation, c'est encore le RDPC. Face à une situation comme celle-là, les populations camerounaises se retrouvent dans l'obligation de devoir prendre leur destin à main. Donc je dis que ce qui est en train de se produire, cette tentative d'instillation de la peur qui émane de nos gouvernants, est en réalité le reflet de leur propre peur. La peur de perdre les privilèges qui sont les leurs. La peur de continuer à pouvoir marcher sur les intérêts supérieurs de la nation camerounaise. La peur de pouvoir perdre les privilèges qui leur donnent indûment le droit de marcher sur nos libertés. Donc, voilà le premier jet que je voulais faire. Et je vous dis également que les gens parlaient d'insurrection. Il faut savoir une chose, de mon point de vue, nous sommes en pleine manifestation de la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que M. Kamte a demandé qu'on entre dans la rue pour manifester la liberté d'expression, qu'on est en pleine insurrection. Je ne suis pas sûr que j'ai vu un militant du MS avec une arme, avec un gourdin, ou pour poser quelque chose que ce soit. Et en plus, même s'il s'agissait d'une insurrection, je voudrais rappeler que la France que les gens aiment citer, les révolutionnaires français disaient, lorsque le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Actuellement, nous ne sommes pas dans le cadre d'une insurrection. Et quand bien même un peuple déciderait de s'insurger, ce serait son droit le plus absolu. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine manifestation de la liberté d'expression. M. Kamte a le droit même de dire qu'il est le président de la République du Cameroun. Si ça dérange ce que ça dérange, c'est leur affaire personnelle. On ne peut pas enlever aux citoyens le droit de s'exprimer, le droit de faire valoir les libertés qui sont les leurs et qui sont inhérents à la personne humaine. Parce que le docteur Lucien Sombaké en face de moi, c'était mon cadet à l'université. Il sait très bien que nous avons eu les mêmes enseignants. Oui. C'était mon cadet, on nous l'enseignait en droit de l'homme. Ce sont des libertés qui sont inhérentes à la nature humaine. On n'a même pas besoin de les proclamer, de les consacrer par un texte pour qu'ils puissent être mis en branle. Donc il faudrait que les gens puissent le... S'il est votre cadet, moi je suis votre grand-père. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas le contraire. Mais la science n'a pas d'âge. Oui, c'est vrai. La science n'a pas d'âge. Vous m'interrompez. Vous m'interrompez. Jamais. Si. Je ne l'ai pas fait. Vous parlez librement depuis tout à l'heure et vous avez dit une chose qui me paraît excessivement grave, que quand on a le droit d'usurper le titre et la fonction du président de la République, ce qui est une infraction, et que demain, ce que vous allez faire, c'est l'insurrection sous le prétexte fallacieux. Je ne l'ai jamais dit. Vous savez, les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Ce que j'ai dit et que je maintiens, c'est que les gens ont le droit de s'exprimer. Comme tu n'as signé aucun acte au Cameroun en tant que président de la République. Et si je me lève aujourd'hui, je dis que je suis ministre de la Justice du Cameroun, c'est parce que je l'ai dit que j'ai usurpé la fonction. Je n'ai posé aucun acte relevant de la compétence du ministre de la Justice. Et je l'ai dit, il faut que je le répète, que j'ai dit que ceux qui aiment prendre exemple sur la France, en France, les révolutionnaires disaient, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. On me l'a enseigné. Donc il faudrait que les libertés puissent s'exprimer de manière plausible. C'est le minimum qu'on puisse donner. Et
Et il faut savoir, lorsqu'on empêche la manifestation pacifique de l'exercice des droits, on contraint les gens à utiliser d'autres voies. Il faut que cela soit sûr, que cela soit dit. Ok. Maître Ngefak, qu'est-ce qui dérange en fait? On suit des discours depuis un certain nombre de jours. On parle de manifestations pacifiques, mais certaines personnes disent que c'est l'objet, c'est-à-dire appel au départ du président. C'est ça qui fait problème. Ouais. Ces gens-là, vous allez m'excuser, moi je l'appelle toujours Grand Frère Pincy. Oui. Grand Frère Pincy nous a dit que il remercie les autorités qui ont interdit ces manifestations. Je vais lui rappeler que quand il était au repos, le RDPC a tenté d'organiser les mêmes manifestations. Le sous-préfet de Douala deuxième a interdit avec les mots très durs. Parfait. Pour dire, si on veut parler de l'insurrection, nous tous nous connaissons la tentative. La tentative va prendre le RDPC et les forces de changement dans la même marmite. Parce que celui qui tente de voler reçoit la même peine que celui qui a volé. Donc là-dessus, il n'y a plus de débat. Donc l'insurrection, le RDPC a consommé et l'acte du sous-préfet de Douala 2 est la preuve patente. Le RDPC, quand vous les observez pendant longtemps, sans rien dire, ça veut dire que vous êtes en train d'étudier le comportement, d'étudier les solutions, de comprendre les problèmes de ces deux enfants. Paul Biya n'est pas mort. Ah. Merci. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer? Non, je dis merci. Si ça vous arrange, est-ce que vous pouvez me laisser continuer? J'ai dit merci. Paul Biya n'est pas mort. Il est l'unique qui a un bloc qui fait semblant de le soutenir. C'est le RDPC et compagnie. Il a en face un bloc que ce bloc de RDPC et compagnie tente de lui retirer l'élément de souveraineté. Or, le garant de toute cette souveraineté, c'est Paul Biya. Il observe la police, il observe la gendarmerie, il observe les militaires, et en face, il observe ceux qui disent réglons le problème de nos eaux, réglons le problème des élections, et ça crée cette peur qui n'a pas le même objet des deux camps. Le camp qui veut s'attirer tous les pouvoirs de FMO a peur de perdre rien que le pouvoir. Le camp qui bouscule M. Paul Biya de remettre à tout le monde la même chose a peur d'être blessé. Alors, l'objet c'est quoi? Pourquoi ils vont marcher? Ou bien pourquoi ils pensent marcher? Ils marchent pour qu'ils s'offusquent contre une chose. Que dans un Cameroun comme celui-ci, que pour 25 millions d'habitants, qu'on ait seulement 2 salles de cinéma. Il dit pour ça, nous ne sommes pas d'accord, on peut marcher. Que dans un Cameroun comme celui-ci, sur 10 000 malades, qu'il n'y ait que 2 médecins pour s'en occuper, on dit nous ne sommes pas d'accord. N'en parlons plus. Tout ceci, Paul Biya observe. Il ne dit rien. Il observe. Il n'a encore rien dit. Parce que le délégué n'est pas l'homme lui-même. Il observe. On change de propos. On va des propos dithyrambiques sur 3 pages. Aujourd'hui, c'est réduit à quelques 2 ou 3 lignes. Le vocabulaire a changé. On ne voit plus les longs mots. Parce que chacun cherche à comprendre. Tout à l'heure, j'étais en contact avec la police quand je venais, je les salue. Ils disaient leur rôle, c'est de pacifier, que chacun soit à l'aise dans la cité. Et c'est normal. Mon grand frère Pincy, en 2010, Paul Biya a signé un décret, je ne sais pas si c'est la rose de décret, portant déontologie du service de sécurité. Comment doit se comporter le policier dans la société? Ce n'est pas un policier fouettard. Ce n'est pas un policier que le RDPC décrit.
Est-ce que je peux continuer? Non, vous parlez pour le RDPC, s'il vous plaît. Non, je critique ce que... Ne parlez pas pour le RDPC. Je ne parle pas pour le MRC que vous représentez. Je vous ai demandé à vos élèves et autres, ça leur faisait mal où? Parlez pour le RDPC, pour le MRC, s'il vous plaît. Répondons au thème du soir. Oui. Non, le thème du soir, ce n'est pas la marche pour demander deux salles de cinéma, qu'il y a 2 salles de cinéma. Vous mélangez tout. Pourquoi vous avez marché le texte de Capto, vous mélangez tout. Non. Vous marchez pour 2 salles de cinéma? Est-ce que ça vous fait mal de savoir que ce pays n'a que 2 salles de cinéma? Ça n'a même pas, c'est plus. Okay. Si vous ne savez pas. Bon, alors, revenons donc au droit, parce que vous avez bien maintenant vous accrocher aux lois. Dans une république, vous êtes français, on ne peut pas respecter les normes de Vichy. Qui est français? Bon, vous aimez bien citer la France. Non, c'était un exemple. Vous faites comme les Français. Je ne suis pas français, je suis camerounais. Si vous êtes allemand, allemand, on ne peut pas respecter les lois nazies. La loi nazie n'existe pas. Souvenez-vous, au Cameroun, en 1990, il y a un recueil vert là. Droit et liberté au Cameroun. Toutes les lois ont été modifiées à ce jour, sauf la loi sur les libertés. Loi de 90, liberté de parler, liberté de manifester. Toutes les lois ont été modifiées. Mais vous, dans le RDPC, pourquoi vous êtes rétrograde à restituer aux êtres humains camerounais le minimum, ce qui fait la vie, c'est-à-dire que le droit à la parole? On a modifié tous les textes de 1990, sauf la loi de 90. Ça doit vous interpeller. Ça veut dire que vous, l'époque d'Aïs, vous n'avez pas pu parler. C'est le Paul Biya qui a donné la liberté de gens de parler, et c'est pour ça que vous parlez. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est une excellente chose. C'est pourquoi je vous dis que vous devez redresser. Ne dites pas que vous n'accusez plus Paul Biya. Il regarde. Il n'a pas ne citez pas Paul Biya. Il ne cautionne pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous voulez marcher pour le faire partie. Quand je regarde Paul Biya, avec ce qui se passe, je comprends qu'il est en train de dire. Respectez le chef d'État. Je le respecte. C'est notre père à nous tous. Voilà. Alors, le vote en tout cas, même Gefa. Le vote est le père de la nation. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous me laissez me ces expressions paternalistes sont dépassées, père de la nation. Il est en train de dire à la police de même ne fouetter personne. Lisez les lois que je vous ai fait signer. Justement. Il est en train de dire aux militaires de même ne brutaliser personne. Pensez-vous, moi en tant qu'avocat, je vais demander aux policiers de fouetter les gens? Donc si vous devez dire avec le RDPC que vous êtes dit il faut agresser. Non. Je comprends pourquoi certains avocats 60 aujourd'hui ont saisi le ministre de l'administration territoriale pour lui dire nommément, expressément par écrit, comme excellence, nous allons venir ce que vous êtes en train d'organiser, vous allez blesser les gens, tuer même d'autres. Procès d'intention. S'il vous plaît, nous avocats, nous vous disons que dites à vos gens de nous aider à accomplir notre mission, c'est-à-dire accompagner les victimes de quelque camp que ce soit. Et ils ont même presque une période, parce qu'ils pensent que ça ira de septembre à décembre. Ils ont saisi le patron de la police, nous les avocats de notre ordre. Ils ont saisi le patron de la gendarmerie, par écrit. Bon, ils ne sont pas avocats du Cameroun. Les avocats MRC. Comme les avocats du RDPC, bien sûr. Donc, eux au moins sont avant-gardistes. Okay. Voilà. Merci. Docteur Louison Isomba, on parle de cette abondante littérature. On a même encore suivi aujourd'hui des expressions dans une radio on parle de appel à l'insurrection, apprenti sorcier, de marche noire même. On a suivi ça aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? C'est alors toujours déjà dit que d'antan, lorsque l'État peut mobiliser tous les moyens répressifs, lorsque tout un gouvernement peut... Vous parlez de moyens répressifs. Oui, on a vu au niveau des carrefours qui jonchent les rues de Douala, simplement ici à Douala, des voitures dont les noms sont souvent amusants, on les appelle les Abraham, un peu positionnés de partout. C'est déjà les moyens répressifs de l'État. Vous avez vu également que tout un gouvernement à travers non seulement le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication, qui ont fait le ministre de la santé qui s'inquiète par rapport justement au nombre de manifestants qui, une fois réunis, ça peut facilement procéder à la contagion, parce que le coronavirus en fait n'est pas terminé, parce que psychologiquement on l'a vaincu,
Mais sur le terrain de la pratique, c'est encore compliqué. Alors, cela veut dire que à partir de cette mobilisation, on peut déjà affirmer que ce n'est pas un fait anodin. C'est-à-dire que cela mérite d'être pris au sérieux, tout ce qui est en train d'être préparé. Et je voudrais revenir par rapport au thème, la force du changement. Qu'est-ce qui peut justifier cela? On va résumer cela en 2 points. Les problèmes de mal-gouvernance et les problèmes, j'allais dire, les verrouillages démocratiques. Premier problème de mal-gouvernance, on se rend bien compte que la gouvernance au Cameroun est en train de prendre un véritable coup. Je vais m'amuser à citer un journaliste sous le Noyol que j'aime bien écouter. Il nous regarde en ce moment. Qui disait un jour, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt son interview, il nous disait qu'en 1978, pendant qu'il faisait, je crois, le BPC ou le CP, on leur a demandé de citer 3 ministres. Et à cette époque-là, il a cité Bello Bouba, en 78. Et nous sommes en 2020. Bello Bouba est toujours aux affaires. Ça peut poser là un problème de gouvernance. Nous avons des ministres 42 ans. Et même des directeurs qui sont à des postes 38 ans durant. Donc vous voyez qu'au niveau de la gouvernance, il y a cela qui peut justifier une force, une dose de changement. Nous prenons maintenant l'autre point qui est... Ce qui peut donner envie aux gens de marcher, c'est ça? C'est comme vous l'avez dit. C'est le blocage institutionnel. Il a parlé de la malgouvernance. Premier point, c'est-à-dire que la malgouvernance qui peut amener les gens à songer à un changement. Vous avez également les problèmes de verrouillage démocratique. C'est-à-dire qu'en réalité, vous vous rendez compte qu'il y a de très bonnes dispositions, autant constitutionnelles que réglementaires et législatives, autant pour moi, qui encadrent le jeu électoral. Mais quand vous regardez très bien, avec une analyse profonde, ces différentes institutions, d'abord, ces différents tests qui participent de l'encadrement du jeu démocratique, vous comprenez que tout est verrouillé. Parce que quand on fait une révision comme celle du 14 avril 2008, qui en réalité n'est pas une révision qui consolide la démocratie, mais qui la déconsolide, parce que c'est une révision vicieuse, puisqu'elle est refaite dans le sens de faire perdurer et de faire pérenniser un être humain à une fonction. Or, ça devient problématique, parce que le jeu démocratique devient verrouillé. C'est pourquoi M. Serge, à leur retour, depuis 2008, en Afrique, malgré la ratification par certains États africains de la charte africaine, de la démocratie, de la gouvernance et des élections, on se rend effectivement compte qu'il y a comme une résurgence des coups d'État. Et c'est la raison pour laquelle vous convenez qu'avec moi que lorsque vous lisez, vous prenez ces éléments, ces référentiels, questions qui participent du jeu démocratique, il y a déjà un problème d'iniquité de ces tests. Et vous prenez maintenant les institutions qui participent également de ce jeu démocratique, vous convenez avec moi que quand vous prenez le Conseil constitutionnel, où tous les membres de ce conseil sont nommés discrétionnairement, même si on peut justifier leurs sources diverses du Parlement, du Sénat, du Conseil supérieur de la magistrature, mais le décret unique qui les nomme tous, c'est un décret présidentiel. Ça cause problème, parce qu'en réalité, ces gens qui sont nommés ne peuvent pas tuer, tel que l'indique le test, le devoir d'ingratitude. Parce que le test de 2004 leur demande d'être ingrat. C'est-à-dire que même si c'est le président qui t'a nommé, si en réalité il a perdu les élections, dit qu'il a perdu les élections, or, ils ne peuvent pas le tuer. Je prends un exemple. Un Clément à Tangana, au crépuscule de sa vie, est ressuscité par un décret du président de la République. Écoutez, vous allez me dire que même si qui a gagné le président, il ne pourra pas. Ça, c'est des logiques personnelles qui peuvent animer un être humain. Si, par exemple, le président du Conseil constitutionnel et bien d'autres venait d'un processus électoral, un peu comme on le voit au Bénin. Vous voyez, au Bénin, il y a la liberté. C'est-à-dire que vous voyez, les membres du Conseil constitutionnel au Bénin bénéficient d'abord d'une garantie parce qu'ils sont nommés à vie. Et même quand ils ne sont pas nommés à vie, ils ont un mandat au-delà de celui du président de la République. Or, vous savez qu'initialement, les membres du Conseil constitutionnel étaient justement voués à un mandat de 9 ans renouvelable une fois, mais on a ramené le mandat à 6 ans, de moins que celui du président de la République. Donc vous voyez que tous les éléments, vous prenez les camps, du directeur général au directeur électoral, tous sont nommés par décret du président de la République. Et ancien militant du RDPC. Donc tout cela, à mon sens, réuni, peut justifier les forces du changement. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, rentrons maintenant dans les tests relatifs à l'encadrement des libertés publiques. Je dois vous avouer que quand vous lisez la Constitution, et M. Gwana a si bien fait de le citer, et d'ailleurs le feu professeur Roger Gabriel aimait nous citer l'article 65, et il disait que l'article 65 désormais est élevé à la dignité constitutionnelle, parce qu'au départ,
il y avait un problème qui estimait que le préambule de la Constitution ne fait pas partie de la Constitution. Et en réalité, il y a eu un duel doctrinal, mais finalement, le Constituant lui-même règle la question en indiquant que le préambule fait désormais partie intégrale de la Constitution. Ça veut donc dire quoi? Si je convoque donc les éléments qui sont prévus par notre préambule constitutionnel, c'est clair, on dit l'État garantit les droits et libertés à chaque individu, dans le respect des droits d'autrui et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'État. Vous voyez donc que le même texte constitutionnel qui protège l'État protège également les libertés fondamentales. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lorsque les libertés fondamentales entrent en duel avec l'État, c'est la primauté de l'État qui l'emporte, puisque c'est l'État qui protège, aménage et reconnaît les libertés fondamentales. Donc, M. Serge Alain-Autou, reconnaissons tout simplement que aujourd'hui, il n'y a que les deux points que je venais de développer sont, à mon sens, au-delà de ce que le professeur Maurice Kanto pas avancé, c'est-à-dire que la crise au nozo, le problème du code électoral qui rejoint l'aspect démocratique que j'ai développé. Voilà, ça veut donc dire qu'en réalité, voilà deux points qui, à mon sens, me semblent être des dynamiques de changement dans notre pays. Regardez, quand on veut lutter contre la corruption, on a mis plusieurs institutions en marche. La NIF, la CONAC, EPV, le tribunal criminel spécial. Et quand vous prenez le tribunal criminel spécial, on vous dit, si éventuellement vous remboursez le corps du délit, on peut vous libérer. Or, en 1961, le 4 avril 1961, le feu président Aïdjo avait déjà mis en place le tribunal criminel spécial. Et vous savez, c'était pour deux raisons. Il avait constaté que les chefs traditionnels recouvraient les impôts sans les reverser dans le trésor public, première chose. Et deuxième chose, il avait déjà des atteintes sur la fortune publique. Et quelle en était la sanction? Et c'est ça qui était dissuasif. Vous étiez condamné à perpétuité et avec travaux forcés. Or, en 2012, on met en place le tribunal criminel sous le régime en place, mais on vous dit, si vous remboursez éventuellement, on vous libère. Donc ça crée là, en réalité, une motivation de détournement. C'est-à-dire que je détourne 50 millions, je joue au dilatoire, à la 10e année, je passe aux aveux complets. L'argent que j'aurais mis en banque aurait fructifié. Et même quand je libère le corps de délit, je me suis enrichi illicitement. Donc cela veut dire que la peine n'est pas dissuasive. Et ce qui peut justifier aujourd'hui que nous avons dans nos géants beaucoup de dirigeants de l'État qui ont justement porté atteinte à la fortune publique, et ce qui peut justifier aujourd'hui le courroux des populations qui peuvent, à mon sens, demander le départ du président de la République. Mais je dis, cette demande peut se faire pas par la voie de la rue. On peut utiliser la voie référendaire par la voie de pétition. C'est aussi une voie pacifique. Parce que la voie pacifique sur la rue n'est pas garantie à 100%. Parce que vous pouvez avoir au sein de ces militants qui marchent des personnes qui peuvent venir des brebis galeuses, qui peuvent, marchand de école publique, par exemple, pour ancien Dalip, ils vont voir des belles boutiques achalandées avec des trucs. Et parmi ces gens, il peut y avoir des brigands qui vont s'infiltrer et là, on ne pourra plus les contrôler. C'est la raison pour laquelle la marche dans la rue est difficilement contrôlable, même si on estime qu'elle est pacifique. Voilà, Maître Penty, il a dit, Dr Luisan Isomba, la malgouvernance et le verrouillage démocratique sont les deux éléments qui, à son avis, peuvent justifier des marches. Oui, j'ai du mal parce qu'il y a ce qu'on appelle un melting pot. On me dit que vous êtes français, mais ça ressemble à une sorte de bouillabaisse qu'on prépare à Marseille, puisque vous parlez français, ou bien vous avez des plats au Cameroun, on mélange beaucoup de mets, et à la fin, on ne sait pas très bien ce qu'il faut. Moi, je pense que lorsqu'on doit faire une marche, il faut avoir un objectif. Vous ne pouvez pas avoir 3 thèmes ou 4 thèmes sur lesquels vous devez vous défendre. On mélange les thèmes. Tout à l'heure, mon cher confrère disait que c'était parce qu'il y a 2 salles de cinéma. Après, il a dit que c'était deux médecins pour 10 000 malades. Après, maintenant, on revient au verrouillage démocratique, sur lesquels on revient sur la loi de 2008, sous le prétexte que le président de la République doit rester là ad vitam aeternam. Je tiens à rappeler, professeur, que vous savez très bien que même en France, le texte ne limite pas la durée du mandat du chef d'État en France. Ça ne limite pas. C'est tout simplement les usages qui font que le président ne le fait pas. Aux États-Unis... c'est limité, professeur.
Non, c'est 5 ans renouvelables en France, aux États-Unis. Voilà. 4 ans renouvelables, une seule fois. Non, mais ne rentrez pas sur les régimes politiques, c'est ce que j'en sais. Non, je dis, et il peut revenir. Est-ce qu'il peut revenir? Oui, il peut revenir, c'est la loi du rôle. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez aussi devenir de l'opposition et revenir au pouvoir. Ça veut dire, nous, mais il y a une limitation de mandat. Nous avons, et vous avez également des systèmes comme au Japon, où le Premier ministre qui est chef du gouvernement, et là, vous avez le Parti libéral au Japon qui est resté 40 ans. Ça, vous pouvez ne pas me démentir. Donc, là, vous avez raison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça dépend du régime. Vous avez en même temps en Angleterre, où vous avez un certain nombre de partis politiques, lorsqu'ils gagnent, le Premier ministre reste là pendant plusieurs années. On a eu les partis conservateurs, on a eu le Parti libéral. Donc, il reste pendant longtemps. Le principe, ce n'est pas du tout ça. L'une des choses que je remarque, et je voudrais qu'on ait un débat constructif, parce que les deux thèmes disons, démarche de demain, c'était, je pense que ça concernait plutôt la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Bon. Sur le système électoral, nous savons très bien que c'est celui qui a la majorité au Parlement qui vote les textes des lois. Donc, vous ne pouvez pas avoir une révision si le parti majoritaire ne le décide pas. Ça, c'est pas possible. À partir du moment où le parti majoritaire, qui est le RDPC, ne le décide pas, vous ne pouvez pas l'avoir. Bon, maintenant, sur la résolution de la crise anglophone, qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait? Nous avons eu le grand dialogue sur lequel j'étais parmi les 30 personnes qui représentaient le littoral pour aller rencontrer le Premier ministre et donner nos doléances, qui ont été d'ailleurs prises en compte, notamment pour arriver à cette réforme qui a abouti au départ des délégués du gouvernement. Alors, on a fait des choses, et je crois que le Premier ministre John Gouté a eu un rôle qui était absolument salutaire, où toutes les personnes, on a demandé à toutes les personnes de venir pour pouvoir le discuter, et que c'est en cours, et que des milliards, et je dis, et des milliards ont été mis à la disposition pour faire en sorte que le NOZO soit reconstitué et que ça se passe. Alors vous avez dans le NOZO des personnes qui passent leur temps, il y a des bandes armées et des bandits qui sont là pour violer, pour tuer, pour brûler. Et le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte de rétablir la paix. Je dis, le problème du NOZO est un problème difficile et compliqué. On ne peut pas le résoudre comme ça aussi facilement. Tout le monde cherche la paix. Je crois que même les partis politiques adverses cherchent la paix. Mais seulement dans le cadre de leur mauvaise foi. Ils vous disent, il faut qu'on règle ce problème. Si vous avez, comment on règle ce problème? Mais il fallait venir discuter et dire, voilà la solution pour qu'on puisse l'appliquer. Donc quelque chose, c'est de parler, autre chose est de l'appliquer. Je voudrais également dire que le professeur a dit quelque chose qui me paraissait très intéressant. Oui, docteur, oui, enseignant, voilà. A dit quelque chose qui est très intéressant, qui concernait le renouvellement du personnel politique. Ce n'est pas quelque chose que je peux éluder, parce que c'est une réalité. Dans un pays, si le personnel politique ne se renouvelle pas, ce pays se meurt. Parce qu'à un moment donné, l'imagination manque. Et d'ailleurs, si je peux... C'est pas le cas au Cameroun? Non, laissez-moi terminer. Oui, nous sommes en train de discuter. Oui. Moi, je cite Einstein. Ce n'est pas celui qui crée les problèmes qui peut les résoudre. C'est Einstein qui le dit. Et vous avez des problèmes qui existent aujourd'hui, qui sont là depuis des décades, qu'on n'arrive pas à résoudre et qui demandent qu'il y ait des changements. Ça, c'est un changement qui est voulu. J'ai l'impression que le président de la République a d'ailleurs fait un certain nombre de mouvements où un certain nombre de jeunes apparaissent au niveau du pouvoir, mais peut-être a-t-il du mal à se départir de ses compagnons avec lesquels il est là depuis un certain nombre d'années. Oui. Ça, c'est tout simplement parce qu'il leur fait confiance, et beaucoup d'ailleurs sont bons et très bons, mais dans plusieurs pays, vous avez pu le voir. Moi, je me souviens, je parle encore de France. Vous avez à une époque où on appelait un Premier ministre très brillant qu'on appelait Couve de Murville,
qui a été ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, Ekouf de Mioville a voulu, jusqu'à presque 90 ans, se présenter aux élections sénatoriales. Merci. Et on a refusé parce qu'il faut renouveler le personnel politique. Merci. Donc, tant qu'on ne renouvelle pas le personnel politique, il y aura des problèmes dans ce pays. Merci, Maître Pensy. On revient après le journal parce qu'il est l'heure. Dans un instant, Cédric Noufelé sera là pour le 20h. On prend une petite pause et on se retrouve après le 20h de Cédric Noufelé pour Equinox Soir, deuxième. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Maître Emmanuel Pensy, Maître Augustin Gueffard, Maître Moustapha Ngwana et Dr Louison Essomba. Dr Louison Essomba, des avocats, 60 ans. Est-ce que le chiffre pour vous parle? Il s'adresse au ministre de l'administration territoriale. De septembre, décembre. Bien entendu, parce que vous savez que dans le communiqué fax du ministre de l'administration territoriale, il est clairement mentionné que tous ceux qui seront arrêtés dans le cadre de ces manifestations jugées illégales seront libérés après le 6 décembre, c'est-à-dire qu'après la tenue des élections régionales. Or, quand vous lisez bien les dispositions légales, la note du ministre de l'administration territoriale donne la certitude que nous sommes dans un état de guerre. Parce que c'est dans un état de crise que, en fait, la garde à vue est de 2 mois, renouvelable une fois. Or, quand il dit déjà qu'on vous libère, si on vous arrête demain, on condamne demain le 22, quand vous comptez le 22 octobre, il y a novembre et il y a décembre, cela veut donc dire qu'on va donc au-delà des 15 jours renouvelables une fois, prévus par la loi de 90. Ça veut donc dire qu'en réalité, sur ce point, le ministre de l'administration territoriale marque quand même un excès de pouvoir. Parce qu'il n'est pas créateur de la norme, il est celui dont les actes tirent leur source, leur conformité, leur compatibilité de la loi. Donc, il faut préciser que en prenant un tel acte, ça veut dire que sur le plan du droit, il y a quand même un peu, à ce niveau-là, un abus d'autorité. Abus d'autorité, Mme Gueffard, vous étiez à terre? C'est Jalin, je suis passé... Expliquez-nous un peu cette notification d'assistance juridique. Vous avez écrit au ministre de l'administration territoriale, oui, les avocats. Un collectif. Collectif d'avocats. Oui, je ne peux pas dire que je ne fais pas partie. Un collectif d'avocats, c'est encore élargi. Nous avons pris la peine d'étudier ce qui se passe. Comment encadrer les droits de l'homme, c'est notre devoir premier dans la cité. Le confrère, grand frère Pensy est là. L'avocat, c'est le protecteur des droits de l'homme. C'est le protecteur de la veuve et de l'orphelin. Alors, lorsque nous avons le ministre de l'administration territoriale qui est en charge de la haute sécurité de la République, qui commet un texte comme celui-là, pour dire qu'il passe par-dessus toutes les lois, pour ordonner les gardes à vue qui s'étendent au-dessus des périodes indiquées par le législateur, nous, si nous nous taisons, nous devenons complices. C'est pourquoi nous lui disons humblement, simplement, mais fermement, qu'il ordonne à ceux à qui il doit confier ce qu'il doit arrêter demain matin et jusqu'en décembre, de laisser les avocats faire ce qu'ils doivent faire en vertu de la loi. Parce que voyez-vous, dans un état de droit, c'est impropre, c'est malsain de savoir que un individu est arrêté, privé de ses droits, juste parce que il a manifesté d'exprimer un droit qui est opprimé. Qui plus est, on dit à l'avocat, tu ne dois pas exercer ton métier. C'est déjà enfreindre par cette voie même, déjà la loi qui organise notre profession. Parce que vous, si on vous interdit, journaliste, d'exercer, on vous empêche d'exercer votre métier, vous pouvez m'engager des poursuites pénales. Donc pour rester conforme, respecter la loi, nous lui avons écrit humblement, il n'est pas seul. Nous avons écrit au patron de la police pour lui dire de demain jusqu'en décembre ou bien voir après. Si jamais vous décidez d'utiliser la force au lieu de passer par la loi, alors permettez qu'au nom de la loi, que nous aussi, nous puissions faire ce que la loi nous demande de faire. C'est-à-dire accompagner ceux qui seront arrêtés
Parce qu'au moment où je vous parle, à Yaoundé, je crois qu'on allait enlever 5 ou 6, 7 ou 8. À Douala, ils sont 7 ou 6. Bafoussam, pareil. Nous sommes dans cet inventaire. Mais avoir accès à ces individus, c'est très difficile. On se demande pourquoi. On se demande vraiment pourquoi. Donc il faut qu'ils nous laissent, qu'ils permettent que le droit au moins, que la loi soit respectée. Si on n'est plus dans un état de loi, si on n'est plus dans une république, que ce soit dit ouvertement. Et que là, chacun reste en sachant que c'est un no man's land. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas que les avocats soient un jour accusés d'avoir été complices par omission ou bien par passivité. Merci. Voilà, pour que tout le monde soit au même degré d'information, je vais donc lire une fois de plus ce message fax du ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions centre, littoral et ouest. Il dit: vous procéderez sans faiblesse à interpellation et garde à vue administrative, personnes concernées, toutes personnes qui se retrouveront sur la voie publique malgré les interdictions des autorités administratives, personnes qui ont lancé les mots d'ordre de manifestation par écrit, sur les plateaux ou antennes télé et radio, par voie de réseaux sociaux. Le maintien de l'ordre doit se faire sans complaisance avant, pendant et après les élections et conseillers régionaux du 6 décembre 2020. D'abord, Maître Moustapha Ngola. Oui. Dans cette situation, les avocats sont dans leur rôle. Jalin, excusez-moi, je veux bien répondre à la question relativement aux avocats, oui. Mais vous me permettrez de faire une digression et revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par Maître Pensy, parce que c'était... Permettez, on est dans le débrief, je vais vous passer la parole. On termine avec... D'accord. Voilà, allez-y d'abord. Donc je vais dire que les avocats sont dans leur rôle. Je voudrais rappeler que le bâtonnier Bernard Mounapé, à son âme, disait que les avocats sont les chiens de garde de la liberté. Donc en réalité, nous sommes en plein dans l'exercice premier du ministère qui est le nôtre, qui est celui de la sauvegarde des droits et libertés individuelles. Je suis heureux que bon nombre de mes confrères décident de quitter le confort douillet de leur cabinet pour mettre les mains dans le cambouis, parce que je dois le dire pour le regretter, beaucoup d'entre nous ça dit qu'on ignore parfois le sens du serment, parce que l'avocat doit être aux côtés des populations, il doit être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de la veuve et de l'orphelin, il doit être aux côtés de ceux qui sont opprimés. Et malheureusement, on vit une très grande oppression des populations camerounaises, très souvent sans que les leaders d'opinion ou les personnes qui ont l'éclairage juridique nécessaire ne puissent très souvent intervenir. Donc je salue les confrères qui mettent la main dans le cambouis pour que les choses puissent avancer. Donc nous allons tous participer à cette aventure. Ils sont une soixantaine aujourd'hui, mais je reste convaincu qu'avant la fin de ce mois, nous serons certainement une centaine. Donc il faudrait que les avocats s'intéressent, qu'ils participent davantage au débat public, parce que nous ne pouvons pas continuer à rester à faune face aux entraves aussi graves qui sont portées aux libertés individuelles. Donc et je pense même que c'est le silence parfois coupable de beaucoup d'entre nous qui légitime les dérives qui sont observées, parce que il faudrait que toutes ces personnes-là soient traînées, toutes les personnes qui commettent des exactions à l'encontre des populations soient traînées devant les autorités de police judiciaire, et lorsque ce sera possible, en fonction de la gravité des infractions, que les instances internationales soient également saisies pour que toutes ces personnes-là puissent répondre de leurs actes venus. Et il faudrait que ceux qui agissent aujourd'hui, que ce soit du côté de l'autorité administrative, des autorités policières, sachent qu'il y a un catalogue qui est en train d'être fait. Ce régime tombera un jour. Et je ne souhaite pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Il faut que les gens, dans l'exercice des pouvoirs que le peuple leur a conféré, indûment ou bien dûment, sachent qu'ils sont dans l'obligation de ne pas enfreindre aux libertés fondamentales qui sont inhérentes à la personne humaine. Donc je tiens à le rappeler. Je salue mes confrères. C'est une action à laquelle je participerai également le moment venu. Voilà, parlant de participation, Maître Pensy, vous allez rejoindre les rangs de 60, vous aussi? Moi, je pense que c'est une action qui est absolument illégale. Ok. Et je tiens ici à rappeler les dispositions, d'abord, de la loi de 19 décembre 90 sur la profession d'avocat. La constitution d'un avocat n'est pas d'office. C'est-à-dire, lorsque l'avocat doit se constituer par un client, il faut que le client vienne le voir, le rencontrer, éventuellement ici une convention. Or, voilà que le client n'existe pas. Et vous vous constituez d'office
pour défendre quelqu'un alors qu'aucune infraction le client n'existe pas. Il n'existe pas encore. Le potentiel. Donc, oui, tout comme certains de vos camarades ont dit, ils parlaient déjà d'insurrection, de coup d'État. Vous m'avez posé une question. Permettez que je réponde. Oui. Le client n'existe pas encore. Ils sont convaincus qu'il y aura des clients demain. Et ils ne peuvent pas. Il n'y aura pas de clients demain pour eux. Il faudrait attendre qu'on vienne les constituer dans leur cabinet, pour qu'à ce moment-là, ils puissent... Attendez également qu'il y ait insurrection. Laissez-moi... Attendez également qu'il y ait insurrection. Avant de sortir le communiqué comme vous qui sont là aujourd'hui. Une violation flagrante de la loi du 19 décembre 1990 ainsi que de la violation du règlement professionnel de la profession d'avocat. Pas de constitution d'office illégal. Et je trouve qu'en plus, ils ont une arrogance. Mais il y a quand même des grands... Non, Hippolyte Méli, il n'est pas au courant de tout ça. Attends, mais ça fait 43 ans que j'étais avocat, j'étais membre du conseil de l'ordre de 1984, je sais de quoi je parle. Oui. Il y a une tendance qui consiste à un avocat, une affaire n'existe pas, et des menaces. Les menaces aussi sont prévues dans les dispositions du code pénal. Vous menacez à menacer les ministres par anticipation. Et c'est ce que vous avez fait tout de suite. On va vous poursuivre, on va faire ceci, on va... C'est ce que vous avez dit. Et vous avez dit en même temps que le ministre violait la loi, ce qui est faux. Ils rendront gorge. Je tiens... Tout ce qu'ils font aujourd'hui, vous avez dit que vous ne me coupez pas. Vous voyez, vous avez dit que vous ne me coupez pas. Je le fais finalement. Vous avez une situation dans laquelle le ministre a parlé. Ce n'est pas une affaire de garde à vue du code de procédure pénale. C'est une garde à vue administrative qui est prévue par la loi. Et ça, il faut faire le distinguo entre les deux. Et la garde à vue administrative peut être faite dans ce délai-là. Donc le ministre dans son bon droit. Et je tiens à vous rappeler une seule chose. Vous êtes peut-être une soixantaine d'avocats. Mais il y a des avocats qui seront constitués pour défendre éventuellement les poursuites qui sont abusives. Et si vous faites des poursuites au nom de ces clients-là, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse et ils en répondront. Donc, faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Je voulais par ailleurs terminer ceci en disant que même si l'avocat est celui de la veuve et de l'orphelin, il y a des règles d'une profession, il y a une attitude et puis surtout il y a ce qu'on appelle le rôle institutionnel du barreau, qui est celui, par exemple, de se lever, le bâtonnier, pour dire qu'il y a tel ou tel problème qui ne se pose pas, etc., et qui parle. Et du rôle individuel de l'avocat par rapport à son client. Voilà, donc ce sont des problèmes de déontologie professionnelle à laquelle vous allez répondre. Parce que lorsque vous allez faire cela sans constitution, ça veut dire que vous n'avez pas de mandat. Parce qu'un avocat doit être mandaté par un client, vous n'êtes pas mandaté. À ce moment-là, ça veut dire que vous avez fait une action personnelle et c'est vous, en tant qu'avocat, qui en répondront devant les autorités. Oui, juste une précision. Je voudrais juste dire à M. Pensy qu'il fait un amalgame entre une période normale et la période de crise. La loi est suffisamment claire. Non. Sauf à considérer que nous sommes en période de crise. En période normale, la garde à vue administrative est de 15 jours renouvelable une fois. Et maintenant, c'est en période de crise parce que c'est en période de crise, donc le législateur lui dit, il détermine, il dit, c'est 2 mois renouvelables une fois. Ça veut dire qu'à l'application de cette... Nous ne sommes pas en crise. C'est la crise. Nous sommes en crise. Alors, nous sommes en crise dans deux choses. État d'exception et état d'urgence. Or, il n'y a ni état d'urgence, ni état d'exception. Serge Alain, avec tout le respect que je dois au grand frère Pensy, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un Français. Serge Alain, grand frère Pensy, en 2000, j'ai été admis au tableau. J'ai passé 2 ans de stage, j'ai réussi. Pendant les 2 ans de stage, l'État camerounais me payait 5 000 francs par audience dans ce qu'on appelle les commissions d'office. Je sais que vous ne savez pas. Vous êtes l'avocat des grands salons. Non, je ne suis pas avocat des grands salons. Je défendais donc ceux qui n'avaient rien. 2. Après cela, l'État camerounais a compris qu'il n'avait plus d'argent. Il a accepté au Cameroun les projets qu'on appelle les projets par dette.
ils ont sélectionné aussi les avocats volontaires. J'en faisais partie. 3. Au moment où je vous parle, vous avez au Cameroun des ONG, des associations comme ASF qui fonctionnent. Vous avez un collectif qui fait le tour, couronné par une de vos promotionnaires. Non, elle n'est pas votre promotionnaire. La grande sœur Fouche. C'est un collectif de volontaires. Ça ne vous dérange pas. Voyez-vous, le ministre d'État, ministre de la Justice, passe, Amadou Ali, a fait comme vous dans le RDPC. Il a cru que les avocats commis d'office qui travaillaient. On n'en est pas là. Est-ce que je peux permettre que je termine? C'est un sujet, s'il vous plaît. Qui travaillaient pro bono. C'était l'argent de l'État qu'il prenait. Il a émietté cette loi. Il a dit les avocats, autant les auditeurs de justice, peuvent travailler pro bono. Et nous, les avocats, nous avons abandonné. Malheureusement pour nous, aucun auditeur de justice n'a jamais exercé ce métier. Alors, ce que vous dites que ce n'est pas la loi, que nous sommes en train de violer la loi en nous organisant pour aller défendre les clients que vous, comme vous aimez bien le mot client, vous avez déjà ciblé à travers le ministre de l'administration territoriale pour dire qu'à partir de demain, vous allez arrêter une classe de Camerounais. Vous allez embrigader en violation flagrante de la loi. Si vous allez enfreindre la loi... Est-ce que vous pouvez le permettre? Vous allez plutôt le temps laisser. Voilà. Et c'est qu'on vous écoute. Nous ne sommes pas en train de violer la loi. Non, si. Vous n'êtes pas parti, vous êtes avocat. Pourquoi vous vous mélangez avec... La loi me donne l'autorisation de me constituer amicus curiae. Vous voulez que j'écris? Non, non, c'est pas ça, amicus curiae. La loi me donne l'autorisation de travailler pour le Aminus Courrier. La loi me donne la loi dit que ami de la cour. Oui, je dis la loi me donne l'autorisation de travailler pour le tribunal que le président va vous dire que maître Petit, il y a un problème. Je voulais vous donner deux notions. Parce qu'il parle. La loi me donne l'autorisation de travailler pro bono. Je dois prendre sa suite. La seule exception, c'est que ce que je dois défendre, que j'arrive et qu'il m'annonce comme quoi il a son frère qui est magistrat. Vous aimez qu'on parle ainsi. Donc son frère a dit, ou bien son frère général a dit non, laisse, il n'a pas besoin d'avocat. Je me retire. Si vous voulez savoir, suivez-nous dans la démarche, vous verrez si nous on a violé la loi. D'ailleurs, on a commencé par le commencement. Nous avons tenu à informer l'État. Celui qui doit être informé est informé ou sera informé en temps réel. C'est ça. C'est pas à votre suite, Maître Lefak, il y a Maître Moustapha Ngona. Je vais dire que sous d'autres cieux, l'aide juridictionnelle est organisée. Oui. Les barreaux même a dit que les avocats sont contraints à avoir un certain nombre de dossiers pro bono. Oui. Donc je pense que cela participe du service public de la justice. Donc il est important que les avocats camerounais puissent intégrer cela dans leur ministère. Actuellement, au moment où nous parlons, il y a des personnes qui ont déjà été arrêtées. Au nombre desquels Dieu la conscience à Loum, qui a été arrêté ce soir, qui est à la brigade, il n'a posé aucun acte. Oui. Donc ils sont arrêtés par anticipation parce qu'on est convaincu que demain ils seront des marcheurs. Parce que nous sommes également convaincus que demain vous arrêterez les gens, nous avocats, exerçant pleinement la liberté qui est la nôtre. Nous vous disons que nous allons nous constituer et nous constituer en bon nombre pour défendre ces personnes-là que vous avez déjà ciblées et que vous projetez et qui vont certainement demain perdre leur liberté. Le droit de manifester, nous le défendrons jusqu'à notre dernière énergie. Le SDF est un front. Un front, c'est un parti qui va à l'abordage, qui mène les combats. Donc, en tant que militant du SDF, en tant que conseil du SDF, je vous le dis, le SDF soutiendra toute action qui tend à la sauvegarde des libertés. Nous sommes pour qu'on laisse les Camerounais manifester. Les Camerounais ont le droit de manifester. Et les avocats que je suis, S-qualité, vous dit que lorsque vous commettrez les forfaits qui sont, c'est-à-dire qui sont prévisibles, qui sont annoncés par le ministre de l'administration territoriale et autres, les violations de la loi, parce qu'on vous a dit, la garde à vue administrative c'est 15 jours renouvelable. Mais déjà, dès à présent, on n'est ni en état d'urgence, ni en état d'exception. Mais vous prévoyez déjà, parce que vous avez une boule de cristal,
Puisque vous avez une boule de cristal pour savoir que nous serons en état de crise, nous également nous utilisons la même boule de cristal. Nous allons voir Madame Soleil qui nous prédit l'avenir. Nous les avocats camerounais, nous sommes constitués et nous irons à l'abordage. Je dis que nous irons à l'abordage et soyez-en sûrs, nous défendrons. Et rassurez-vous, vous êtes avocat, vous savez, nous savons conserver les dossiers. Ceux qui posent ces actes aujourd'hui, qu'ils en soient sûrs, le régime est à l'agonie. Lorsqu'il tombera, ils répondront de leurs actes. Non, pas de menaces. Moustapha Mbona, continuez donc, vous pouvez répondre à répondre, pas de menaces. Vous répondre ne supporte pas l'attitude de menace, ça sert à rien. Nous sommes dans un débat républicain, pas de menaces. Bien sûr, nous sommes en République. Voilà, mais ceux qui au quotidien menacent les populations, menacent tout le monde, ce sont ceux qui exercent le pouvoir, le pouvoir qu'ils s'octroient indûment. Ce pouvoir-là qu'ils s'octroient indûment, ils l'exercent également avec brutalité. Les médias sont menacés au quotidien. Il y a les ministres et les ministres de l'administration territoriale parfois distribuent des points alors qu'il n'est pas ministre de la communication. Il dit qu'il est bon journaliste, qu'il ne l'est pas, alors qu'il n'en a pas la compétence. Il n'est pas ici. Donc je dis que nous sommes en plein dans l'exercice de nos libertés. Je suis dans le droit, j'ai le droit de dire ce que je suis en train de dire là aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez dit des choses qui m'ont paru pertinentes et pour lesquelles j'estime que ce serait faire offense à mon intelligence que de ne pas y revenir. Vous avez dit que vous avez légitimé la violation, vous avez légitimé par exemple l'iniquité électorale en faisant valoir que on ne va pas attendre de celui qui est au pouvoir, qu'il aménage le système pour ceux qui sont en train de vouloir compétir. Je voudrais rappeler que le Cameroun est signataire de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui promeut l'équité électorale. La grandeur d'un pays, son inscription dans la postérité, la qualité de notre démocratie tient également à la qualité des règles qui sont fixées. Oh, la loi est un projet. Comme disait, c'est Émile Durkheim qui disait, la loi cède aux pressions sociales. Émile Durkheim le disait, la loi cède aux pressions sociales. Alors, la population, les Camerounais ont soif de démocratie. Ils ont soif de règles équitables. Et nous sommes signataires d'une charte. Et cette charte-là nous impose d'avoir des règles équitables sur le plan démocratique. Et vous refusez à les mettre en perspective. Vous avez également évoqué la crise de Nord. Vous avez dit ceci et j'ai noté. Parce que, en parlant de Einstein, on revient en arrière. Il disait, oui, bien sûr, c'est ça qu'on parlait, puisqu'il m'a donné l'occasion de revenir. Oui. Il a dit, ce n'est pas celui qui crée les problèmes qui peuvent les résoudre. Vous l'avez dit, vous avez repris Einstein. 2 fois. Vous l'avez dit. Vous reconnaissez donc que c'est de votre côté que les problèmes naissent. Donc en fait, c'est le RDPC qui est le vecteur des difficultés dans lesquelles le Cameroun est aujourd'hui engoncé. Il faut absolument que le RDPC puisse quitter le puisse libérer, débarrasser le plancher. Et je vous dis, je suis preneur. Quelle que soit la méthodologie, je le dis, quelle que soit la méthodologie qui est mise en place pour que le RDPC puisse partir, je suis acheteur. Et l'essentiel, les militants du SDF, est pour qu'ils puissent avoir libération des énergies, qu'ils puissent avoir changement à la tête de l'État. Et je vous le dis, moi, en tant que... Je parle à mon nom personnel et je vous le dis. Si, quelle que soit la méthode qui est utilisée aujourd'hui pour que le président puisse laisser les Camerounais pouvoir s'auto-gérer, s'auto-administrer et pouvoir s'inscrire dans le développement, que les énergies puissent être libérées, que les Camerounais de la diaspora puissent revenir dans ce pays, que nous donnions une chance à notre pays, que notre éducation soit de qualité, qu'on ne soit pas obligé de reprendre le bac parce que quelques fonctionnaires se sont inscrits dans la logique de la tricherie. C'est ce que nous demandons. Et je vous dis donc que je vous remercie pour ces observations que vous avez faites, qui nous permet de comprendre que vous êtes conscient au sein du RDPC que les choses vont mal, et il est d'autant plus que les choses vont mal, et que vous avez expérimenté depuis 1968 que vous êtes au plus haut niveau. 68 parce qu'il le dit. Vous étiez secrétaire général de la présidence et directeur du cabinet civil en 68. Depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, vous nous avez imposé tous les thérapeutiques qui malheureusement ne nous ont pas permis de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous souhaitons donc que les Camerounais puissent exercer librement les libertés qui sont les leurs. Et je dis, je suis pour toutes les initiatives. L'initiative du MSC est une initiative louable. Si elle peut permettre qu'il y ait changement au Cameroun, je suis preneur. Je le dis, allez à Jacques Taès. Voilà, docteur Michel. Je vais quand même répliquer pour lui dire que d'abord il a... Parce que je vais faire le tour, hein, il faut que les deux parlent aussi. Oui, allez-y donc. Moi, je vois ce qu'avait dit le docteur tout à l'heure en disant qu'il faudrait le changement. C'était par rapport à un certain nombre de changements au sein des personnes qui gouvernent, mais toujours à l'intérieur de ceux qui ont gagné les élections. Je n'ai jamais dit que
Tout simplement, il faudrait venir chercher les gens qui ont eu 3,34%. Vous êtes sur la défensive. Non. Vous avez eu 3,34%. Assumez vos propos. S'il vous plaît, vous avez eu 3. J'assume mes propos. Einstein. J'ai dit tout simplement qu'il faudrait. Qui a créé les problèmes? S'il vous plaît. Qui a créé les problèmes? Vous l'avez dit que. Vous ne me laissez pas parler. Bien sûr. Non, monsieur. Vous voulez vous envoyer. Maître Pensé, je vais vous restituer quelque chose. Non. Dans un sac de charbon, on ne peut pas sortir du blanc. C'est pourri. Ce que je veux vous expliquer, c'est tout simplement que lorsque le docteur a dit, tout simplement tout à l'heure, qu'il faudrait quand même, au niveau de ceux qui nous gouvernent, au niveau du gouvernement, qu'il y ait des changements. Et c'est pour cela que j'ai dit que à l'intérieur du gouvernement, et surtout sur... Du RDPC, pas le gouvernement. Non, c'est le gouvernement. Ah, gouvernement RDPC. Le gouvernement, par les élections qui ont été gagnées par le RDPC, il peut y avoir un certain nombre de changements. Et ça j'assume mes propos. Par ailleurs, et je tiens à redire cela, pour tout le dire, vous êtes dans l'illégalité la plus flagrante. Parce que la première chose qu'on va vous demander, qui est une exception in limine litis, on va vous demander, avez-vous un mandat? C'est une relation entre le client et l'avocat. Ce n'est pas M. Atangadi de demander. Non. Le juge. Ce n'est personne. Aucun juge. Même le juge n'a pas le droit. Non, vous ne savez pas ça. Revoyez ça, revoyez la lecture. Non, vous ne savez pas ça. Mauvaise appréciation. Dans des procédures. Je ne peux pas laisser passer. Où les juges. Aucun juge ne peut interroger. Si. Et la relation avocat, c'est une relation avocat. J'ai déjà eu à le faire où les avocats se sont constitués. Et votre client a dit. Effectivement, c'est une relation avocat-client. La personne a dit que je n'ai pas été mandaté par ce monsieur. Vous n'avez pas à faire de constitution. Ce n'est pas le magistrat. Non. Ce n'est pas le ministre. Je vous dis ça. C'est pas le RDPC. Ça s'est passé. C'est le seul métier où c'est difficile. Ça s'est passé également. C'est une relation de confiance entre le client et l'avocat. Non, il n'y a pas de pratique qui tienne. Les jeunes nous regardent. Ils sont en 2500. Non, s'il vous plaît. Les jeunes nous regardent. Ils sont en 2500. Vous ne pouvez pas m'interdire. La relation avocat-client. Vous ne pouvez pas m'interdire de parler. Personne ne peut Laissez-moi parler et je termine ce que j'ai à dire. Dites-le. Ce que j'ai à dire, lorsque nous avons eu une procédure, par exemple à Utabé, il y a des avocats qui sont partis à la gendarmerie, en disant qu'on est venu le voir. Et le commissaire du gouvernement leur a demandé d'apporter la lettre qui les mandate. Et ça existe dans le cadre des procédures. Et je dis qu'il est dangereux pour les Camerounais qu'un avocat, vous n'avez pas choisi un avocat, l'avocat se lève. Et souvent, les avocats qui n'ont peut-être pas la même compétence que vous, là quelqu'un se lève et se met à suivre les dossiers. C'est dans l'illégalité la plus flagrante. Okay. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, parce qu'il faut faire très attention sur ce que nous disons tout à l'heure. Il y a cette tendance, qui est une tendance qui est mauvaise. Vous, lorsque vous allez demain chercher à attaquer le ministre de l'administration territoriale ou autres autorités, sachez que de l'autre côté, il y aura du répondant. Docteur Louison Istomba, qu'est-ce qu'on retient donc? Ce genre autour, nous avons une mission tribunicienne. C'est celle qui consiste à être d'abord pédagogue, c'est-à-dire une fonction éminemment pédagogique et éducative. Je pense que le premier conseil que je pourrais donner à tous les Camerounais, c'est en réalité de rester chez eux. Parce que la voix... Non, pour ceux qui veulent manifester, pour ceux qui veulent aller dans la rue, le premier conseil qu'on puisse leur donner, c'est de rester chez eux parce que en réalité, l'objet de cette marche est un objet qui s'inscrit dans l'illégalité. C'est-à-dire que chasser un président de la République, c'est institutionnel, c'est anti-républicain, c'est antidémocratique. Mais maintenant, je dis, pour les manifestations, pour ceux qui vont donc opter de sortir demain et de marcher, parce qu'estimant que c'est une cause noble, je peux à ce niveau interpeller nos forces de défense et de sécurité de ne pas céder le flanc à la tentation. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas céder le flanc à des répressions brutales. Parce que c'est aussi, à mon sens, une manière de revendiquer, même si vous voyez les tests n'ont pas indiqué qu'une marche peut être pacifique ou elle peut être brutale, c'est-à-dire que pour l'interdire. Donc l'interdiction est de manière impersonnelle. Donc c'est pour dire que nos autorités de défense et de sécurité, demain, si elles font face à une sortie massive des Camerounais, nous leur prions d'encadrer simplement la cérémonie, la marche. Et vous voyez que s'ils quittent des écoles publiques pour enseigner dans l'île, ils vont se fatiguer et chacun rentrera chez soi. Voilà, merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un instant, 100% foot.
Bonsoir, Serge Alain. Effectivement, dans quelques instants, nous vous proposerons sur 100% foot l'information uniquement centralisée sur le football. Et bien, puisque vous parlez de ce qui se passera ou pas demain au Cameroun, et bien, témoin de l'histoire ne sera pas là. Il s'agit d'un bon frème. Lion indomptable, latéral gauche de l'équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe du Monde en 1982, ne sera pas là pour savoir ce qui se passera dès demain dans son pays, puisqu'il est décédé hier à l'âge de 66 ans. Comme Stéphane Tato à son domicile après avoir longuement mais en vain cherché des moyens pour aller se soigner. On en parlera ce soir avec beaucoup d'hommages qui lui sont rendus par ses anciens coéquipiers et d'autres acteurs du mouvement sportif camerounais. Nous parlerons aussi de nos sélections nationales et des tractations entre Pierre Semengue et Seydou Bombodjoa pour la relance des championnats professionnels. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, après cette édition Equinox Soir, retrouver Sylvestre Hippolyte Zangaou pour l'actualité foot sur Equinox Télévision. Le mot de la fin pour vous, Mengefak. En quelques secondes, on est arrivé au terme de l'émission. Serge Alain, j'interpelle les gendarmes, les policiers à encadrer les marches. Ok. Moustapha Ngwana, quelques secondes. Je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Il faut qu'on laisse la possibilité aux Camerounais de mettre en perspective la liberté d'expression qui est la leur. Ok, merci. Il n'y a aucune insurrection à faire une simple marche. Ok. Maître Penty, j'invite les forces de l'ordre à appliquer la loi et les instructions qu'ils ont reçues de leurs supérieurs pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Voilà, madame, monsieur. J'avais juste un mot. C'est Mikhail Gorbatchev qui disait il faut lire les signes du temps pour ne pas tomber avec le temps. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première édition de la semaine Equinox Soir. On se retrouve demain, 19h. Bonsoir la police camerounaise. Bonsoir la gendarmerie camerounaise.